Bonjour, mon nom est France Labelle. Je suis directrice et cofondatrice du Refuge des jeunes de Montréal, qui est un organisme d'urgence qui accueille de jeunes hommes sans abri. Alors cette semaine, je vais avoir le plaisir d'animer une série balado portant sur la crise de l'itinérance, les constats, les pistes d'action et de solutions. J'aurai des invités intervenant auprès de ces personnes ou qui connaissent bien la réalité de l'itinérance pour réfléchir avec moi. Et il y aura aussi des réflexions qui portent sur l'espoir parce que c'est très important. Alors à bientôt. Bonjour, avant de vous présenter mon prochain invité, j'aimerais vous lire un texte extrait de mon livre « 30 ans en pays d'itinérance ou la douleur de la soie » qui s'appelle « La misère ». Lorsque j'étais petite à l'approche de l'hiver, mon père déclarait « C'est la misère qui commence ». Je ne comprenais pas trop ce que cela voulait dire, mais cela me semblait terrible. Lorsque je lui demandais ce qui se passait, il évoquait le froid, la pauvreté, la faim, la crise de 1929 et la file pour la soupe populaire au refuge Merling. À l'époque, on parlait d'indigents et de vagabonds, mais en fait, il s'agissait de plusieurs personnes frappées par la crise économique, des sans-emploi, des personnes et des familles en situation de pauvreté extrême. Maintenant, on parle d'itinérants en négligeant trop souvent d'ajouter le mot « personne ». Un demi-siècle plus tard, je comprends mieux ce qu'il voulait dire. Dans les rues grises et désertes du centre-ville, la misère est là, présente, à découvert complètement. Il y a des personnages ici et là misérables. C'est bien le mot qui me vient. Ils sont là, couchés à même le trottoir, dans un parc, à déambuler en poussant un panier rempli de leur vie éclatée et morcelée. Elle s'entend, la misère. Il y a des cris, ceux de personnes très intoxiquées ou en proie à un délire psychotique, qui se parle à elle-même. Cette misère, elle fait peur. Elle semble pire que d'habitude, car révélée au milieu du désert de la ville et de l'absence de personnes autour pour la camoufler, l'amoindrir ou l'ignorer même. Ce matin, elle m'accable et me désole au point où j'ai changé mon trajet pour venir travailler au refuge, qui est situé au centre-ville de Montréal, où se retrouvent plusieurs personnes en situation d'itinérance. Je cherche un parc, de la beauté, un crocus naissant, moi qui d'usage ne m'intéresse pas au crocus. Et oui, pourquoi pas un arc-en-ciel? Ce matin-là, j'ai senti le besoin d'écrire. La misère de la rue. Elle se voit, elle s'entend, elle se crie, elle se boit, elle s'injecte, elle se crache, elle se prostitue, elle parle peu d'elle-même, elle se cache, elle se recouvre de honte, elle s'évade, elle se combat, elle se survit à elle-même. Parfois elle se couche seule et se meurt en silence. Puis j'arrive au refuge comme d'habitude, je croise des jeunes. L'un d'eux, tout fier, m'interpelle pour me dire qu'il a fait son lavage comme je lui avais demandé. Un autre regarde mon petit chien tout ébouriffé qui s'appelle Pixel. Il me dit qu'elle lui procure son rire de la journée. Puis un autre au dortoir est en train de faire le ménage. Il est content de me montrer qu'il travaille. Le doute s'estompe, puis disparaît. Il m'apparaît alors que je ne contemple pas impuissante la misère depuis 35 ans. Je la côtoie, la vois, la combats et tente de la contourner à l'occasion. Elle est lourde, sale, injuste, privative. Elle s'abat sur des millions de personnes. Mais lorsque j'entre au refuge, ce n'est pas elle que je vois, ce n'est pas à elle que je parle ou qui m'interpelle. Elle m'offre sa désespérance, mais je n'en veux pas. C'est l'humain devant moi qui m'intéresse. Et lui, je ne le vois pas comme misérable. C'est quelqu'un, je le connais. Je vois de l'espoir, des petites gouttelettes d'espoir non contaminées par cette désespérance.
Alors aujourd'hui, donc, c'est toujours Regard sur l'itinérance, mais avec le sous-titre La crise de l'itinérance, constat, pistes d'action et de solutions. J'ai la chance d'avoir comme invité aujourd'hui Serge Laroux, commissaire aux personnes en situation d'itinérance à la Ville de Montréal. Alors bonjour Serge. Bonjour France. Merci, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui parce que je sais que ton emploi du temps est extrêmement serré. Toujours un plaisir de te voir, France. Ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît. Absolument. Je pense que c'est depuis 1994, je crois. Puis c'est pour ça qu'on se tutoie. Alors, et puis on fera pas de vous, là, puis se perdre chemin faisant. Alors, voilà. Donc, si tu me permets, Serge, je vais te présenter. Donc, tu as été directeur général du groupe L'Itinéraire, un magazine qu'on connaît bien, dont la mission est la réinsertion par le travail des personnes en situation d'itinérance. Donc, tu y as été de 1994 à 2014. Ensuite, tu as été président de l'International Network of Street Papers, donc les journaux de rue, de 2006 à 2016, donc ce qui t'a amené à voyager beaucoup à l'étranger. Donc, une association qui est basée à Glasgow, qui regroupe 120 journaux de rue dans 40 pays et 600 villes. Ça, c'est vraiment formidable, cette association. Alors maintenant, donc, commissaire aux personnes en situation... Qu'est-ce? Parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent cette fonction, mais je pense qu'on va mieux la découvrir aujourd'hui. Alors, ton rôle, on dit favoriser la connaissance, la concertation et la planification des actions dans le but d'assurer le développement de services destinés aux personnes en situation d'itinérance. Tu as un rôle de conseiller à la Ville aussi, évidemment, pour toutes les questions en lien avec l'itinérance. Mandat. On ne se demandera pas c'est quoi la différence entre rôle et mandat, là. On y va. Enrichir la connaissance et la communication, donc auprès de différents partenaires. On dit développer et vulgariser la connaissance, et c'est pas mal ce qu'on va faire aujourd'hui aussi. Développer les services, donc contribuer au développement d'une vision globale et d'un plan municipal et régional, toujours en soutien des personnes vulnérable, et on dit de toi que tu es un expert conseil. Je le confirme que tu es un expert, et en vue de soutenir les politiques publiques. Donc, gros mandat, beaucoup d'axes à ce mandat. Alors, donc, je vais juste retourner un petit peu en arrière avant que tu arrives dans ce mandat. Puis, quand tu es arrivé à l'itinéraire, qu'est-ce qui t'a amené à l'itinérance? Il y en a qui parlent de vocation, mais toi, spécifiquement... C'est pas loin de ça. Moi, en fait, j'étais un jeune journaliste. Je travaillais pour les grands médias de presse, Québécois, tout ça. Et quelqu'un m'a approché pour me dire il y a un nouveau groupe communautaire, le groupe L'Itinéraire, qui démarre, puis qui veulent démarrer un journal de rue. Un concept qu'on ne connaissait pas à l'époque. Ça venait juste de commencer aux États-Unis. Et ils cherchaient une personne pour les aider pendant 6 mois pour démarrer leur journal de rue qui devait être vendu dans les rues de Montréal. Et c'est vraiment... je me suis dit, bon, ça va être le fun, je vais aller les aider. Mais sincèrement, cette rencontre-là a changé ma vie, littéralement. Moi, je suis tombé en amour avec les gens que j'ai rencontrés. Ces gens-là m'ont transformé. Je venais d'un milieu modeste, là, d'Hochelaga, Maisonneuve. Ouais. Je connaissais la pauvreté. Mais cette rencontre-là m'a fait réaliser à quel point il y a une partie importante de la population qui est complètement rejetée, stigmatisée, jugée. Et c'était ça le but du journal L'Itinéraire, de non seulement faire un journal pour que les gens puissent le vendre puis gagner un peu de sous, mais également faire tomber les préjugés puis faire comprendre aux Montréalais et aux Montréalaises qu'ils ont le droit de vivre comme les autres puis ils ont le droit d'être traités avec dignité. Et cette rencontre-là, qui devait se faire pour 6 mois, elle a duré 20 ans. Je suis jamais reparti parce que je trouvais que c'était trop essentiel et j'ai travaillé énormément à l'itinéraire pendant 20 ans et au niveau international parce que des journaux comme ça, ils s'en créaient partout dans le monde. Mais tout le monde était isolé dans sa ville avec un nouveau concept. Et moi, pendant 10 ans, je les ai fédérés, allé partout pour les rencontrer. Puis on en a démarré aussi au Mexique, en Amérique latine, en Afrique, en Australie. Mais tout ça pour dire que ça a été effectivement une rencontre déterminante. J'ai plus jamais voulu retourner dans le journalisme. Je suis resté à l'itinéraire. J'ai découvert en moi un entrepreneur social, ça fallait l'être.
Et je suis extrêmement heureux de cette rencontre-là. Puis même après 30 ans, je suis toujours en amour avec ces gens-là. Ouais. Ils ont des choses... Ces personnes-là sont peut-être rébarbatives pour bien des gens qui ne comprennent pas. Au contraire, quand tu les connais puis tu le sais, on s'attache à ces gens-là. On comprend les parcours de vie. Et je pense qu'elles ont quelque chose à apporter à notre société, puis il faut continuer dans ce sens-là. Exact. Puis on va voir tantôt comment tout ça t'a suivi au cours de ton parcours. Puis là, donc, en quittant l'itinéraire, donc, tu t'es vu offrir un poste sous l'administration Coderre. Je me souviens, c'était Denis qui voulait qu'on l'appelle Denis. Ouais. Alors, Denis Coderre, qui avait créé ce poste-là, qui s'appelait alors protecteur de personnes en situation d'itinérance. Je me souviens, à cette époque-là, j'avais accueilli ça positivement. C'était nouveau comme poste. On y voyait, à ce moment-là, un poste de défense de droit, là. Quelqu'un plus proche de l'administration. Mm-hmm. Puis, ça s'est transformé. C'est devenu commissaire aux personnes en situation d'itinérance. Ça veut-tu dire que tu ne protèges plus? C'est une bonne question. Je suis content que tu me la poses parce que souvent, les gens se demandent. Ben oui. C'est quoi mon poste? Puis surtout, pourquoi ça a été changé? Oui. À l'époque, l'administration municipale s'est inspirée de postes semblables, surtout à Vancouver, entre autres. En anglais, on dit advocacy. Oui, là, absolument. Un poste de défense de droit. Mm-hmm. Et moi, évidemment, après 20 ans l'itinéraire, je me suis dit j'avais le goût d'essayer d'aider à un autre niveau. Ouais. Puis pourquoi, justement, ne pas essayer du côté politique, du côté gouvernemental? Et c'est un poste qui était expérimental. Quand j'ai accepté le poste, ça commençait, il y avait eu des consultations. Ouais. Et le poste de protecteur aux personnes en situation d'itinérance, quand on lisait, en tout cas au moment de l'embauche, la description de tâches, c'était beaucoup plus un poste de conseiller, comme les autres commissaires à la ville sont. D'accord. Vous savez, un rôle d'ombudsman, de protecteur du citoyen, ça vient avec un cadre légal. Ouais. Ça a une particularité et la ville n'avait pas nécessairement ça. Elle avait déjà son ombudsman. Mm-hmm. Donc, pendant l'année avant l'élection de Mme Valérie Plante, on est arrivé à la constatation que le titre ne fonctionnait pas avec la fonction et avec la structure de la ville. Et lorsque Mme Plante a été élue, la première rencontre que j'ai eue avec elle, ça a été de dire, écoute, on devrait te nommer commissaire, comme les autres à la Ville de Montréal, et jouer un rôle, là, donc, de conseiller principal, de chargé d'expertise. Mm-hmm. Ça a amené, il y a encore des gens qui m'appellent l'ombudsman des itinérants. Ah oui? Je reçois encore des plaintes. Et chacune de ces plaintes-là, je les envoie à l'Ombudsman de Montréal. Okay. Lorsque ça concerne des mauvais traitements, mettons, de la Ville de Montréal. Si c'est en regard du réseau de la santé, je renvoie à la commissaire aux plaintes ou au protecteur du citoyen. Fait que je joue quand même encore ce rôle de courroie de transmission. Mais c'est bien important de comprendre que le commissaire aux personnes en situation d'itinérance est là pour aider l'appareil municipal à évoluer, à prendre de bonnes décisions et à mettre en place des services qui peuvent aider les personnes en situation d'itinérance. Puis justement, quand on parle de services, c'est quoi la chose la plus concrète? Parce qu'on ne met pas en place. Tu conseilles, comment ça se passe? Parce que ce n'est pas un poste qui mène à un développement de service. Enfin, c'est pas comme ça que je l'ai compris. Éclaire-moi. Ça peut amener du développement de service. Et je vais te l'expliquer. Mais je pense que dans un premier temps, avant d'arriver au développement de service, il faut comprendre pourquoi tant de villes dans le monde, dont Montréal, on ne règle pas la situation d'itinérance, et même qu'au contraire, elle empire. Et c'est important de comprendre que l'itinérance, c'est quelque chose qui défie nos systèmes gouvernementaux. Je veux dire que ce soit au Canada, le fédéral, le provincial, la ville, la politique nationale de lutte contre l'itinérance, tu le sais, ça touche 10 ministères. Absolument. Après ça, il y a les différents paliers. C'est une crise, c'est une situation qui demande d'entourer les personnes d'une multitude de services publics parce qu'elles ont des enjeux judiciaires, de santé, d'habitation. Et ce qu'on constate dans toutes les grandes villes du monde, dans les différents États occidentaux, c'est une incapacité de se coordonner. C'est la faute à qui? C'est le rôle à qui? C'est quoi le rôle du fédéral? C'est quoi le rôle du provincial? On va en parler ça tantôt. Et on va en parler. Ça à la pièce, Puis les gens, souvent, ce qu'ils disent, ce qu'on entend tous les jours, c'est qu'est-ce qu'elle fait, la ville? Comme si la ville, à elle seule, pouvait régler un problème qui est d'ordre national. Fait que moi, mon rôle, dans les premières années, ça a été d'aider la ville à... C'est quoi son rôle? En quoi elle peut aider?
en quoi elle peut faire mieux. Oui. Parce que les villes au Québec, puis c'est un modèle très québécois, hein, puis il ne faut pas se comparer à Toronto ou Vancouver. Au Québec, c'est le gouvernement provincial qui a tous les pouvoirs, c'est-à-dire la santé, les services sociaux, l'éducation, la justice, l'habitation. Ce qui fait que Mme Plante renvoie souvent à ces instances-là. Les gens voient ça comme renvoyer la balle, mais c'est parce qu'on est constitué comme ça. Je veux dire, les villes, là, elles ont un pouvoir de taxation, elles s'occupent des routes, elles s'occupent des égouts, elles s'occupent d'un ensemble de choses. Et elles font du social aussi, mais souvent, elles le font, je vous dirais, par défaut, parce que d'une certaine façon, ce sont les paliers de gouvernement supérieur qui ont tous les leviers et qui n'agissent pas. Et lorsqu'ils n'agissent pas, ces paliers-là, les villes écopent et c'est à ce moment-là qu'il faut travailler. Fait que moi, j'ai beaucoup travaillé, effectivement, avec l'ensemble de l'appareil municipal à trouver son rôle, sa place, en quoi elle est la mieux placée pour aider et continuer à représenter les populations vulnérables auprès des autres paliers. Parce que on va en parler tantôt, mais ça faut que tout le monde travaille ensemble et dans le même sens si on veut avancer. Puis, parlant du politique, on reste là un petit peu encore. Je te ramène là. Ça aussi, c'est un peu énigmatique. C'est quoi ta marge de manœuvre par rapport aux politiques? Ou autrement dit, est-ce que tes commandes arrivent directement donc du développement social ou quelle est ta marge de manœuvre? Si tu avais une recommandation, par exemple, qui n'irait pas dans le sens des intérêts, oui, des personnes en situation d'itinérance, oui, mais dans le sens de ce qui est mis de l'avant par le pouvoir politique. Quand on parle d'une ville, évidemment, on parle d'un gouvernement de proximité. Exact. C'est pas comme nos élus à Québec ou à Ottawa. Donc, c'est certain. Moi, il faut comprendre, je suis un employé administratif. Moi, là, je relève de la direction du service de la diversité et de l'inclusion sociale, qui est le grand service qui s'occupe de toutes les causes sociales sur le territoire de Montréal, autant les personnes en situation d'itinérance que les aînés, les donc, jeunes. Donc, pas seulement l'itinérance. Pas seulement que l'itinérance. On est presque 80 personnes. Moi, je relève de la direction et je conseille ma direction d'abord et avant tout. Mais évidemment, avec un gouvernement de proximité, on parle aux élus. Donc, moi, je conseille autant les hauts gestionnaires de la Ville de Montréal que les élus vers les meilleures des orientations et les meilleures décisions, tout en indiquant, écoutez, ça, c'est le bout qu'on peut faire parce qu'on est une ville. L'autre partie du travail, c'est de parler aux autres paliers. Puis ça, c'est le rôle, évidemment, des élus. Donc, les élus ont un rôle important. En tant que conseiller, ça ne veut pas dire que tous nos conseils sont acceptés ou faisables ou réalisables. Mais moi, mon rôle, c'est vraiment de guider des élus, des hauts dirigeants qui doivent prendre des décisions sur des situations très éloignées d'eux autres. Parce que toute la notion de l'incompréhension. Toi et moi, on est sur le terrain depuis 30 ans. La méconnaissance, l'incompréhension. Même nous, d'un fois, on a de la misère à comprendre. Quand il faut t'expliquer à des élus très éloignés, c'est pas toujours évident. Là. Fait que moi, mon rôle, c'est ça à tous les jours. D'expliquer, défendre. Proposer des solutions qui parfois peuvent être inusitées et effectivement, d'offrir des services qu'on n'offrait pas, comme par exemple l'EMIS, l'équipe mobile en médiation et intervention sociale. Ça, c'est quelque chose que j'avais vu en France, puis ça a pris du temps, mais il a fallu l'expliquer à tous les paliers de la ville, de dire on peut aller plus loin. On ne peut pas avoir juste un bras tantôt, politique. justement, c'est un bel exemple dans les solutions. Je suis encore dans le politique, mais j'imagine que toi, tu prends tu dois être proche de la barre. Je t'ai croisé souvent au fil des années. Des fois, je dis pauvre Serge, des fois, il doit vouloir me contourner. Je te dis Serge, ça nous prend un tel plan d'urgence à Montréal, Serge. S'il y a une ressource qui doit fermer, qu'est-ce qu'on fait? Puis j'ai dit, il va finir par me contourner puis dire, oh non, pas encore elle. Jamais, France, je fais ça. Alors donc, j'imagine que toi, tu es entre les différentes instances, milieu communautaire, les personnes vivant une situation d'itinérance, parce qu'il faut que tu te nourrisses du réel. Là. Absolument. Puis en temps réel aussi. Je suis au cœur de la concertation. Vraiment, je visite évidemment beaucoup d'organismes. Ça, c'est une chose, être vraiment, vraiment sur le terrain. Je dirais que même sur une base personnelle, j'accompagne encore des gens de la rue. Ah oui? Parce que j'ai besoin de ce contact-là, que j'ai moins, c'est sûr. Je suis au niveau administratif, politique, mais j'accompagne encore personnellement sur une base bénévole des gens pour me garder
au courant de comment c'est difficile de retrouver un logement, d'arrêter de se droguer et de consommer dans des drogues où, déjà à mon époque, c'était pas les mêmes drogues qu'aujourd'hui. Non. Fait que ça, je fais ça, mais aussi, je suis au cœur de la concertation. Tu le sais, hein, il y a une grande concertation montréalaise. On parle de 4000 organismes, mais il y en a au moins 100 purement spécialisés en itinérance. Des dizaines de ministères, tout ça. Fait que j'essaie vraiment de faire le pont entre le terrain et tous ces paliers de concertation. Je vais souvent à Québec, je vais parler au ministère de la Santé, aux autres ministères. J'essaie de faire le lien entre deux extrêmes, le terrain et les hauts niveaux de pouvoir, pour amener cette connaissance-là, cette sensibilité-là et espérer pour proposer des politiques publiques plus généreuses et plus inclusives. C'est quoi les zones délicates, Serge? Parce que toi, tu te retrouves entre un citoyen commerçant et puis citoyen en situation d'itinérance et citoyen domicilié, les uns et les autres. Toi aussi, quand tu étais à l'itinéraire, donc beaucoup aussi les gens d'affaires, hommes et femmes d'affaires. Fait que ça veut dire que tu navigues, puis il doit y avoir des zones très délicates où le... Il y a des zones délicates à tous les niveaux. C'est sûr que si on prend au niveau gouvernemental, chaque ministère, chaque palier a ses enjeux, ses limites, ses conditions budgétaires. Toutes les causes sont importantes. Hein. Je veux dire, plus tu montes haut au niveau des prises de décision, plus il n'y a pas que l'itinérance. Hein. Il y a les aînés qui souffrent en ce moment. Absolument. Il y a les jeunes qui ont de la difficulté. Donc, tu dois, puis ça, tu le sais, tu dois toujours batailler parce que c'est pas la petite personne charmante que tu dois aller défendre. Hein? C'est celle qui est plus dure à comprendre, c'est la personne toxicomane, c'est le choc des clientèles. Hein? Fait que ça, c'est un enjeu de toujours ramener l'importance des plus désaffiliés, des plus isolés, parce que c'est pas celle que les hauts décideurs vont nécessairement toujours aider en premier. Après ça, ce qui est difficile, c'est effectivement la population. Toi puis moi, on a écrit là-dessus il y a 20 ans, puis on l'écrit encore. Le pas dans ma cour. Le pas dans ma cour, qui est très, le très rejet, actif, la peur. Oui. Il n'y a personne de mauvais dans la société, puis il n'y a personne qui veut le mal d'autrui. Mais quand les gens, face à l'augmentation de l'itinérance, commencent à sentir leur sécurité en jeu, quand les gens nous appellent, ils disent « Moi, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur de traverser la rue la nuit », il faut être à l'écoute de ça quand même, parce que cette peur-là amène des plaintes, amène un rejet des personnes pauvres, alors que toi et moi, on sait qu'ils sont malades puis qu'ils sont beaucoup plus malades que dangereuses. Mais moi, c'est ce que je sens. J'ai peur que le discours se polarise, surtout qu'on est dans une société de polarisation. Hein? On est très pauvre, on le très sent là, que ça se corse. Là. Et au niveau de l'itinérance, on le sent. Parfois, j'arrive, les gens ne sont pas à l'écoute, sont juste dans leur détresse personnelle parce qu'elles ont croisé des personnes inquiétantes dans la rue. Certaines, il peut y avoir des accidents, on ne le niera pas, là, même si je considère que c'est quand même mineur par rapport au nombre de sans-abri qu'il y a dans la rue. Il y a des rencontres qui sont difficiles, qui sont fâcheuses. Il faut écouter tout ça. Et plus on attend, évidemment, plus la population, après ça, elle est dure à sensibiliser. C'est pour ça que la communication, la sensibilisation, ça fait aussi partie de mon mandat. C'est pour ça que je suis un des rares fonctionnaires. Souvent, ce sont les élus qui s'expriment. Moi, je suis un des rares fonctionnaires qui s'expriment dans les médias dans cette visée-là. De susciter la compassion, la compréhension, puis d'essayer de diminuer les peurs. Oui. Puis, tu sais, tu abordes la question de la montée de l'intolérance, tout ça, mais c'est vrai qu'il faut écouter... moi, comme directrice d'un organisme communautaire, on a eu beaucoup de difficultés à s'installer dans Ville-Marie. Il y a eu beaucoup de pas dans ma cour, puis j'ai dû défendre de bec et ongles. Je me suis fait traiter d'irresponsable. J'allais amener plein de jeunes, puis c'est le maire Tremblay à l'époque qui avait dit non. Donc, on amène quelque chose de plus dans la communauté. Il avait mis son pied à terre et son poing sur la table. Je pensais jamais voir ça, mon Dieu. Et puis, tout ça pour dire que... mais il y avait aussi beaucoup de craintes, de méconnaissances. C'est vrai que toi, tu as à faire ce travail-là et nous aussi, on le fait beaucoup avec les personnes autour parce qu'on raconte ce qui éclate, ce qui est la violence. Mais c'est sûr qu'on raconte pas. Tantôt, tu parlais de contact que tu as avec ces personnes-là. Moi, le lien que j'ai avec... quand on les connaît, on les reconnaît déjà.
C'est quelque chose qui peut faire une différence. Puis ça, ben, ça fait pas la pleine page des journaux. Hein. Je veux dire, de dire qu'on voit une personne qu'on connaît, qu'on reconnaît, qui on parle, on jase, ça fait pas de manchette. Mais ça existe, ça aussi. C'est là, c'est présent. Puis, tu sais, moi, le journal itinéraire, ben, pendant 20 ans, c'était ça, hein, les camelots, je veux dire, le grand public, ça créait des liens. Oui, le journal, ça a été ça, son côté miraculeux. Il faut continuer à développer ces liens-là. Parce que comme tu dis, quand les gens le parlent, quand les gens les connaissent, la peur diminue énormément. Oui, parce que des fois, on parle de présence dérangeante de personnes sur le coin de la rue, mais la personne n'a fait rien, elle est là, plantée debout. Elle a l'air marginale, mais je veux dire, il ne s'est rien passé, là. Donc, je pense que déjà là-dedans, fait qu'on va voir tout à l'heure dans les... parce qu'on va faire des constats. Là, on va prendre une petite pause bientôt. On va s'éloigner du politique un petit peu. On va faire un constat de la crise, puis je vais te demander, toi qui es un intervenant depuis très longtemps, quelle est ton opinion là-dessus? On va continuer la conversation, donc, sur Regard sur l'itinérance avec mon invité Serge Larault. À tout de suite. Vous écoutez Regard sur l'itinérance avec France Labelle. Alors, de retour avec mon invité, Serge Larault, commissaire aux personnes en situation d'itinérance de Montréal. Donc, on a fait une première partie où on a parlé plus du volet politique, de son rôle, tout ça. Maintenant, je pense qu'on va l'assommer un petit peu, mais je pense qu'il est déjà un petit peu au fait de tout ça. On va parler de la crise de l'itinérance, donc avec quelques indicateurs. Alors, donc, on n'invente rien. La pauvreté est en croissance. Le salaire minimum, 15 et 25 $. Les barèmes d'aide sociale, 762 par mois pour couvrir les besoins de base. On s'entend qu'on n'y arrive pas. Hausse globale du coût de la vie, crise du logement. Serge l'a évoqué tout à l'heure. Puis maintenant, de plus en plus, les interlocuteurs, partenaires, experts, on s'entend pour dire que c'est la première cause de l'augmentation de l'itinérance. La rareté des logements, la hausse des loyers, les évictions, les rénovictions. Augmentation de l'itinérance, hein, le dernier dénombrement parle de 10 000 personnes au Québec, mais ça, c'est la phase visible. Hein, ça ne comprend pas l'itinérance cachée. Augmentation plus que significative du nombre de femmes, de personnes plus âgées. Hein, il y a des personnes qui vieillissent dans la rue et puis il y a des personnes qui ont un âge assez avancé qui se retrouvent dans la rue, souvent en lien avec la crise du logement. De plus en plus de personnes issues de l'immigration, demandeurs d'asile. Surreprésentation de personnes issues de la diversité sexuelle et de genre, surreprésentation des personnes issues des Premières Nations, des populations autochtones, détérioration de la santé mentale globalement, là, chez la population globale, mais encore plus chez des personnes plus vulnérables, augmentation de surdoses toxiques due à la détérioration de la qualité des drogues. Maintenant, à Montréal, au refuge et dans d'autres organismes, on parle de fentanyl, on parle de crack, on parle de méthamphétamine, on parle de médicaments coupés par le fentanyl, donc c'est plus fiable. Débordement des banques alimentaires qui connaissent un taux d'augmentation record.
Manque de place dans les ressources d'urgence qui comptent 1900 places, incluant les haltes chaleur. À titre d'exemple, tout était complet il y a 2 semaines parce qu'on a essayé de référer 15 jeunes dans la soirée. C'était complet partout, puis on n'était pas au plus creux de l'hiver et au plus froid. Augmentation des campements temporaires, des démantèlements partout dans la province. Problème de recrutement de personnel, sous-financement des organismes communautaires, malgré les avancées qu'il faut reconnaître. Augmentation de la violence dans les rues, à l'intérieur des ressources, partout dans la société. On le dit. On dit, misère, ça va donc bien mal. Pourquoi on continue, là? C'est-tu parce qu'on aime le trouble ou quoi, là? Alors, c'est des constats assez accablants, mais je vais te demander ton avis là-dessus, Serge, puis aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, on va plonger là-dedans, là, dans la prochaine demi-heure. Alors, tu l'as évoqué un petit peu tantôt, toi qui es un observateur depuis longtemps, comment ça se fait que ça s'est aggravé à ce point-là? Bien, c'est une crise qui s'est exacerbée avec la pandémie, là, on l'a dit souvent. Oui. Mais que ce soit le Rapsim, que ce soit le Frappru, là, ça fait 30 et 40 ans là, qu'on l'annonce, cette crise. Exact. Le Rapsim étant le regroupement des organismes qui interviennent dans les itinéraires de Montréal. Puis le Frappru qui fait la défense des droits du au niveau logement du social. Logement. Exact. Moi, j'ai eu la chance effectivement d'avoir une carrière où j'ai travaillé dans plusieurs pays dans le monde. Tu sais, et surtout dans les pays industrialisés. Puis c'est ça, c'est que ça fait longtemps qu'on le sait. Que le droit au logement, que l'importance du logement est essentielle pour éviter qu'une société se fragilise et ait de plus en plus de personnes exclues. Je regardais des vieux textes de François Saillant du Frappru, je veux dire, c'est pas d'hier. Sauf que c'est ça, on a un système économique, un système néolibéral qui ça fait longtemps qu'on dit là, que la classe moyenne s'appauvrit. Il y en a qui s'enrichissent, tant mieux, grand bien leur face, tant mieux pour eux autres, mais que de plus en plus, la classe moyenne tombe dans la pauvreté. Et là, il y a une accélération des gens précaires. Avec la pandémie, tout a explosé. Je veux dire, c'était déjà en marche, mais là, tout a explosé. On a une crise du logement à Montréal, comme il s'est vécu à Vancouver et à Toronto, si on reste au Canada. C'est rendu même pour la classe moyenne difficile de se trouver un logement. Et ça, c'est le problème numéro 1. Les drogues se sont accélérées aussi au niveau de la nocivité. Je veux dire, on ne sait plus ce que les gens consomment. Non, c'est plus fiable du tout. Les gens pouvaient consommer 15 ans d'héroïne et être encore capables de s'en sortir. Aujourd'hui, après 2 ans de ces drogues-là, elles ont des lésions irréversibles au cerveau. Absolument. Et là, ce sont des personnes malades mentales qu'on traite. Donc, ce sont plus des C'est sûr gens... que ça occasionne beaucoup de problèmes de santé mentale, dont des psychoses toxiques, ce qu'on voit beaucoup chez nos gens. Donc là, le robinet est ouvert à plein dans un contexte où, en plus, notre réseau de la santé est malade. Notre réseau de la santé là, a de la misère à combler ses postes. Fait que quand tu demandes des efforts accrus, puis là, on n'est même plus dans les questions budgétaires, on est vraiment dans les questions ressources humaines. Quand tu demandes des efforts accrus pour une population vulnérable, bien là, quelle infirmière on enlève de quelle salle d'urgence? On est rendu là. Fait que c'est en sens ça que c'est vrai que c'est une tempête parfaite parce que tous les indicateurs sont au maximum. Exact. Tout est là. Et là, après ça, tu dis, mon Dieu, ben dans cette folie-là, dans cette crise-là où ça explose de partout, par où je commence, qu'est-ce que je fais, alors que tout semble urgent. Je pense qu'il y a une chose qui est importante à retenir, en tout cas, et c'est le credo de plusieurs personnes. Il faut réellement s'attaquer au problème du logement. Parce qu'on pourra mettre des psychiatres dans la rue si on veut. Si on n'a pas d'endroit pour sécuriser les gens, ça ne fonctionnera pas. C'est ça, une perte de logement, ça engendre des problèmes de stress, des problèmes psychologiques, de l'angoisse, ça génère plein de choses. Là. Ça ferait ça chez nous. Hein? Alors, les gens sont en choc post-traumatique. Puis on dirait qu'on le comprend des soldats qui reviennent du front, là, mais on ne comprend pas qu'une personne qui a tout perdu dans la vie, qui se retrouve avec ses 2 sacs sur la rue, est réellement en période de traumatisme intense, là, dont elle ne va pas se relever comme ça. Puis pour s'auto-médicamenter ou survivre dans ça, elle consomme des drogues qui empirent sa situation. Et ça, il faut le comprendre parce que
C'est ça qui fait que c'est long à aider une personne là, qui est brisée en 1000 morceaux. Là. Ça se répare pas du jour au lendemain. Puis malgré ça, ce que tu as dû constater toi aussi, des portraits comme ça, où les personnes sont victimes de d'appareils, de crises, mais il y a une survie, il y a des mécanismes qui se mettent en place pour essayer de se reloger, essayer de s'organiser, chez un, chez l'autre, du couchsurfing, un campement temporaire, un refuge. C'est incroyable, malgré ça, la force des humains dans tout ça. Mais ça aussi, ça a sa limite, là. Ça a sa limite, là. Puis... Donc, ça prend du logement, ça prend... je pense que tous les interlocuteurs s'entendent. Toutes sortes de formes de logement. Là. C'est pour ça, quand tu dis le dénombrement, c'est le dénombrement de l'itinérance visible. C'est ceux qui ont tout perdu puis qui se retrouvent dans nos refuges ou dans l'espace public. Exact. Mais la quantité de monde en survie là, qui font ce que tu dis, le couchsurfing, qui a encore un petit peu de famille pour les aider. Là, on peut parler de milliers de personnes. Exact. Tout à fait. On ne voit que la pointe de l'iceberg. Oui. Et à travers tout ça aussi, je tiens à le dire, en plus de toutes les difficultés qu'on a nommées là, il y a encore de la stigmatisation, du rejet et de la judiciarisation des personnes qui sont victimes de toxicomanie. Et pour avoir suivi, puis je le fais encore, tu te promènes avec une personne de la rue qui est mal habillée puis qui est visiblement intoxiquée. Ces gens-là subissent le regard des autres de façon outrageante et difficile à vivre. Là. Imaginez, je demande aux auditeurs, imaginez traverser la rue Sainte-Catherine, marcher, là. Toutes les personnes que vous croisez, en tout cas en grande majorité, vous font des regards sévères, vous sentez le rejet. Ça, là, c'est quelque chose de terrible. On peut souffrir de la faim, on peut souffrir du froid, souffrir du rejet minute après minute, rencontre après rencontre. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Ou de l'ignorance. Hein? C'est de l'ignorance. Je te parle, puis tu me réponds même pas. Je te dis quelque chose, puis tu viens de me nier l'existence, là, tout simplement. C'est dur, ça. Il ne faut jamais minimiser la dureté de la vie de sans-abri et tout ça rentre dans la balance, dans la complexité des aidés. Mais là, on n'a pas de logement. Les refuges sont pleins. Les fameuses chaises dans les haltes, les Adirondacks, sont de couleur en plus. Tu sais, je fais toujours un petit peu d'ironie. Tu vois, j'ai pas changé. Là, hein? Une belle chaise Adirondack turquoise, c'est toujours beau, ça. Hein? Tu peux s'imaginer sur le bord d'une plage, mais c'est pas le cas. Sauf que tu es dans une halte chaleur, puis c'est plein. Donc, on arrive à un point de rupture. Fait que là, forcément, ça nous amène au campement. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, donc, je ne sais pas, à l'étranger, toi qui t'es promené, bon, on n'a pas besoin d'aller trop loin. Gatineau, ils ont autorisé, là, je pense que c'était 48 tentes chauffées, donc avec une supervision. Là, je me dis, est-ce qu'on ne peut pas se réjouir? Mais en même temps, tu te dis, ben là, la personne est dans la rue, tout est complet, nous voilà dans des tentes chauffées. Moi, j'ai toujours été très ambivalente. Je me dis, voyons, c'est pas un chez-soi, c'est une tente chauffée. Puis en même temps, si je vois ma personne au coin de la rue ou je mets 15 jeunes à la rue parce qu'il n'y a pas de ressources, ben je vais peut-être avoir recours à la tente, mais... Puis là, il y a des... Bon, Gatineau ne démantèle pas, Longueuil ne démantèle pas, Montréal, on démantèle. Qu'est-ce qu'on va faire, Serge? Donc, au printemps, là, ça commence, on les voit là, commencer à s'installer. Est-ce qu'il va falloir aller vers ce mécanisme de survie en y mettant des gens auprès d'eux, des pères aidants, des travailleurs de rue? Franchement, on arrive à... C'est un débat qui fait rage en ce moment à travers le Canada. Hein? Oui. Toi et moi, hein, ça fait longtemps qu'on est là. Il y a 20 ans, on ne parlait pas nécessairement de campement. Il y avait on les appelait les ermites. Là. Il y avait des gens très désaffiliés qui campaient dans des terrains vagues. Il y avait Eva sous un sapin à la montagne. Je ne sais pas si tu te rappelais de ça. La dame, elle a vécu là. Puis tous les médias là, étaient autour de cette dame qui a vu... Mais c'était des cas isolés. C'est ça. C'était pas, ça n'a rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Le phénomène a surtout commencé à Vancouver, puis là, c'est rendu au Québec. Encore avant la pandémie, c'était pas nécessairement le sujet de l'heure. Le problème, effectivement, c'est de dire, puis il y a beaucoup de gens c'est ce qui me rapportent, puis je suis en contact avec les grandes villes du Canada, c'est de dire, c'est incroyable qu'un pays aussi riche que le Canada en soit rendu à devoir imaginer des bidonvilles
pour accueillir des milliers de personnes, qu'on ne soit pas capable de les abriter. En Afrique, ils appellent ça des villages spontanés, hein, l'euphémisme pour le bidonville. Oui, mais au moins, ils n'ont pas de neige, puis il ne fait pas moins 40. Là. C'est ça, là. J'ai envie de vous dire, en Floride, c'est peut-être plus supportable de faire du campement qu'au Canada. C'est moins dangereux. J'étais à Edmonton, je me disais, il fait moins 40, moins 45 régulièrement en hiver. Là, tu peux mourir. Donc, là, on est face au choix déchirant de dire on n'est pas capable en tant que société d'offrir de lieux sécuritaires suffisants, ce qui fait que de plus en plus de gens, et je parle à des campeurs toutes les semaines, puis oui, il y en a qui sont bien, oui, il y en a qui sont tellement désaffiliés, puis ils sont libres, puis ils ont souffert dans certaines institutions, mais c'est vraiment pas la majorité. Là. Les gens me disent, écoutez, c'est parce que je trouve pas d'autre chose, là, je veux autre chose. Alors, c'est complexe pour nous de l'interpréter, puis c'est complexe aussi au niveau des gens qui le vivent. Ouais. Et dans des grands campements comme à Vancouver, à Seattle ou à d'autres que j'ai visités, puis j'en ai parlé avec la défenseure fédérale du logement social, on sait là, que c'est pas la panacée. Puis dans son rapport qu'elle vient de livrer au 13 février dernier, elle ne demande pas non seulement la légalisation des campements, mais elle demande qu'on s'occupe des campements existants. Parce qu'à un moment donné, à mettre plusieurs personnes qui ont des troubles de santé mentale, qui ont peut-être des troubles de criminalité, ça crée de la dangerosité. Là. Elle a été témoin, elle aussi, là, de situations dangereuses. Donc, c'est pas la solution idéale. Puis je pense pas qu'il y a grand monde qui dise « Hey, nous, c'est ça qu'on veut, des campements. » Non, j'ai pas entendu ça ici non plus. C'est pas le cas. Fait que chaque ville, selon sa structure, selon sa grosseur, selon sa population, essaie en ce moment de trouver des solutions. Et elle le vit aussi dans le sentiment que les paliers de gouvernement supérieur, qui sont justement supposés s'occuper des personnes vulnérables et les abriter, ne le font pas. Et que là, aux villes qui n'ont pas de pouvoir en santé, qui n'ont pas de compétences en intervention sociale ou en aide aux personnes là, avec des cas complexes, bien là, on a comme l'impression qu'effectivement, il y a une tendance à dire, les villes ont juste à autoriser les campements et c'est réglé. Voilà, les gens pourront s'abriter. Et malheureusement, la réalité du terrain, c'est pas ça. Non, puis dans le budget provincial, actuellement, on n'a pas de hausse significative au niveau du logement. Fait que c'est sûr que ça aide pas. Au fédéral, on a coupé les programmes vers un chez-soi. Donc, tu sais, tantôt, tu disais, il va falloir se mettre ensemble, qu'il y a des collaborations, qu'il y a quelque chose, manifestement, là, ça manque. Mais si, puisqu'on n'aura pas, d'ici la fin de l'émission, un pouvoir là-dessus... On va pas paraître des logements. Oui, c'est ça. Si on parlait d'initiatives porteuses un peu... tu sais, on s'est abreuvé avec le fameux modèle finlandais. Quand j'ai regardé ça, tu sais, c'est une variante qu'on a ici avec Logement d'abord. Donc, fournir un logement à chaque personne se retrouvant en situation d'être sans logis. La différence, c'est probablement que parce que c'est l'État qui s'en occupe, qui a pris ça à bras-le-corps, puis qui s'occupe de ça. Mais en même temps... on en fait beaucoup aussi. On a beaucoup de mesures de logement social avec le soutien communautaire. Nous, au refuge, on a 23 unités de logement. Puis là, on se débat pour en avoir plus. Mais là, c'est une autre histoire, ça aussi. Hein? La bureaucratie, puis... Moi, ça donne bien qui serait porteur, là? Ça donne bien parce que j'ai travaillé en Finlande, j'ai travaillé en Suède, puis en Norvège. Et je veux pas péter la balloune de personne, là, mais je veux dire, il n'y en a pas de miracle. C'est ça, les pays scandinaves ont été dans les premiers au monde, il y a un siècle, à faire les premiers logements sociaux dans le monde. Ça fait 100 ans que ces gens-là ont compris que le droit au logement serait une priorité. Aujourd'hui, dans ces pays-là, 35% du parc locatif, donc les appartements qu'on peut louer dans des immeubles, là, 35% sont sociaux. Ils ont tellement de logements sociaux que même les petites familles qui commencent dans la vie là, peuvent accéder à un logement pas cher pour se lancer dans la vie. Et dès que quelqu'un est dans la rue, là, il y a toujours un appartement disponible. Pour arriver à du 35%, nous, Montréal, on est entre 8 et 10%. Il y a beaucoup d'autres villes au Canada qui sont en bas du 8% de logements sociaux. Donc, beaucoup, ça te donne l'idée de la marge. Je veux dire, ça leur a pris un siècle pour constituer un parc de logement social pour que le droit au logement soit répondu.
Nous, on a toute une côte à remonter. Ouais. En plus de ça, oui, ils ont développé d'autres formes, puis d'autres structures, puis ils ont amélioré leur système de santé, puis ils ont plusieurs programmes plus facilitants. Fait qu'il faut s'inspirer de ça. Oui. Mais il ne faut pas penser que c'est une baguette magique, Ça puis aide que la tout. Finlande là, a mis 2-3 ans à arriver au type d'État qu'ils sont. Ouais. Cela dit, même si on est en retard, il ne faut pas se décourager, puis il faut se dire, ben c'est ça la voie, puis il faut y aller. Ouais. Moi, je rêve, France, tu sais, quand j'étais tout jeune, là, dans l'est de Montréal, on habitait dans ce qu'on appelait une maison des vétérans. Ah oui. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement du Canada a fait un chantier de création de logements. Puis là, à l'époque, c'était pour les vétérans. C'était suite à la Deuxième Guerre mondiale. J'ai envie de te dire, on est rendu là. Ouais. Si le Canada, puis là, tous les paliers de gouvernement confondus, ne font pas un chantier du logement social, ne prennent pas cette préoccupation-là de dire c'est la voie numéro 1 là, pour diminuer les crises, diminuer le nombre de personnes dans la rue, on n'y arrivera pas. Même la défenseure fédérale du logement, elle l'a dit, la stratégie fédérale qui a été lancée en grande pompe sur 10 ans, plusieurs milliards, ça a l'air gros pour monsieur et madame tout le monde, plusieurs milliards, mais divise-le par 10 ans, par 10 provinces, par des milliers de villes, il ne reste plus grand-chose. Non, puis après des années où il n'y avait pas eu d'investissement, il n'y avait pas fédéral. eu d'investissement. Fait qu'on était... Fait que c'est... On va voir, là, le gouvernement, s'il va proposer une autre stratégie, mais certainement, là, on pourra parler tantôt de plusieurs approches, de plusieurs choses, mais si on n'a pas un chantier national massif de création de logements sociaux, dans 20 ans, là, on va être encore là, toi puis moi, derrière le micro, à en parler. En 87, durant l'année internationale du logement et des sans-abri, il y avait eu un rapport de l'ONU sur les failles au niveau du logement. Effectivement. Fait que, puis ça, c'est là que j'avais commencé, moi, mes tribulations là, dans l'itinérance. Bon, là, il nous reste pas tant de temps. Puis en même temps, je veux amener nos auditeurs et nos auditrices sur autre chose que le désespoir, là. Y en a-tu? Bon, on a dit tantôt là, 4000 organismes communautaires et plus qui œuvrent dans toutes sortes de domaines auprès des gens. Il y a des investissements, ça et là. Il y a beaucoup de travailleuses de l'ombre là, dans la rue, des pères aidants, des organismes. Il y a des choses qui s'en viennent. On a parlé des substances, tantôt des organismes où les personnes vont pouvoir consommer accompagnées en toute sécurité. Ça existe déjà. Là, il y a des centres d'injection supervisés. Il n'y en a pas beaucoup. Là, il y a un centre d'inhalation supervisé. Peut-être que les gens vont dire « Oh mon Dieu, c'est épouvantable, voyons donc. » Mais dans la réalité des choses, moi, j'ai des jeunes qui sont dépendants à certaines substances, qui en ont besoin, qui ne peuvent pas être laissés des heures et des heures sans consommer. Donc, il y a des choses comme ça. Donc, on nous demande souvent d'innover. Moi, je n'ai jamais pensé que j'étais dans l'innovation. J'ai toujours pensé que j'étais dans la réponse aux besoins. Alors, qu'est-ce qui est porteur, là, selon toi, dans ton expérience? Bien, il y a plusieurs choses. C'est plate, encore une fois, qu'on soit devant une grave crise. Parce que je pense que c'est une grave crise pour que le monde commence quand même à se mobiliser. Moi, ce que je dirais, j'ai depuis 8 ans là, que je suis commissaire. Je n'ai jamais senti autant de mobilisation de la part des 3 paliers de gouvernement. Fait que ça, il faut garder espoir là-dedans. Ouais. Il y a aussi, on s'est tous améliorés. Tu sais, quand on a commencé il y a 30 ans, toi puis moi, c'était petit nos organismes. Là, puis, je regarde les machines de guerre que sont devenues les organismes, comment est-ce qu'ils se sont professionnalisés. Puis aussi, il y a toute notre compréhension de la cause. Il y a la politique nationale de lutte contre l'itinérance. Elle a 10 ans cette année. Oui, mais 10 ans dans l'histoire d'une société, c'est un clin d'œil. Ce que je veux dire, c'est qu'on est en retard pour ça. Mais là, on a cette politique-là. Moi, je suis une impatiente. Tu sais. Oui, il faut l'être impatient parce que les gens, ce soir, là, les autres n'attendent pas 10 ans d'une nouvelle société. Là. C'est ce soir qu'ils ont besoin d'être protégés. Fait que moi, je me dis, on est en train de visualiser des modèles où il faut qu'il y ait de la prévention, il faut qu'il y ait du long terme de logement. Prévention. Mais je ne peux pas m'empêcher aussi de dire qu'il faut qu'il y ait de l'aide d'urgence. Ouais. Nos gens, les hommes, les femmes qui sont dans la rue ce soir, là, c'est ici et maintenant. Oui, mais il ne faut pas qu'ils soient coincés dans l'urgence. Il ne faut pas qu'ils soient coincés, mais en tout cas, il faut être capable de les accueillir. Et le dénombrement nous démontre que
il y a toute une frange de la population. Il y a quand même, comme tu dis, entre 1600 et 1900 personnes par soir qui dorment dans un lit, peut-être pas toujours adéquat. Ou assis dans les haltes. C'est ça, mais le dénombrement nous parlait de 800 personnes qui dormaient encore dans la rue. C'est beaucoup, 800 personnes. Donc, je pense qu'il faut absolument, puis on est en train de développer les services d'aide à ces personnes-là. Il faut vraiment avoir des refuges adaptés. Oui, bon, c'est une solution, les tentes, ça va, mais moi, je souhaite des lieux sécurisés. Puis les grands toxicomanes, ceux qui sont toujours à deux doigts de la surdose, ceux qui font des psychoses puis qu'ils ne trouvent pas là, de refuge ce soir, il faut qu'on ait des refuges que moi j'appelle santé pour leur donner une chance puis une alternative. Oui, puis tu sais, on en a parlé souvent aussi des lieux de repos parce qu'il arrive, moi, dans une soirée qu'on doit refuser des gens. Pourtant, on les prend très, très intoxiqués avec des enjeux de santé mentale énormes. Mais à un moment donné, s'ils n'arrivent plus à être fonctionnels, à pouvoir même se mouvoir, tout ça, on atteint des seuils critiques, puis ils ne relèvent pas de personne. Ni des MIS, les équipes de médiation urbaine, ni de la police, ni de l'hôpital. Et puis, il n'y a pas de lieu, donc ils sont repliés dans la rue. Alors là, monsieur, madame les croisent, puis en reviennent pas. Alors, moi, j'ai toujours pensé qu'au niveau de la ville, des villes, il fallait des lieux véritables de repos, mais tu dis en sécurité. Puis là, on a aussi on développe beaucoup des endroits dits à haut seuil, un peu en catastrophe, parce qu'on a besoin de place. Moi, j'y vois un peu un danger, parce qu'on dit on manque de personnel. Des fois, je rencontre... la semaine dernière, j'ai rencontré une jeune femme immigrante, 24 ans, toute jeune, pas d'expérience, travaillait dans une halte chaleur. Je me suis dit, oh, quel courage, quelle force. Puis elle avait ce désir d'aller rencontrer des personnes... puis souffrante, en grande désaffiliation, je me disais, c'est à la fois puissant et beau, mais où est-ce qu'on s'en va, là? Je trouve ça préoccupant. Puis en même temps, il y a quelque chose de beau dans cette solidarité-là et cette rencontre-là. Oui. Ben, je te dirais que là, on innove, effectivement. On a augmenté énormément le nombre de refuges. Les gens qu'on accueille, ben, ça demande plus de spécialisation. Ça va demander d'autres formes même d'infrastructures pour stabiliser des personnes qui sont très intoxiquées. C'est un autre chantier qui commence, mais c'est sûr. Puis ça, on est là, toi puis moi, depuis plus de 30 ans. Là, c'est parce que faut aussi s'accrocher à chaque vie qu'on sauve. Ça, c'est extrêmement essentiel. Il faut s'accrocher au fait qu'on s'est tous professionnalisés. On sait de mieux en mieux qu'est-ce qu'il faut apporter. Ce que ça s'apprend, c'est l'appui du gouvernement, c'est les financements nécessaires, puis de maintenir, je le disais, la solidarité. Parce que vraiment, puis ça a l'air toujours nono, ça fait des années que je le dis, mais je le dis au public, vous savez, le sourire, le regard humain, vous pensez peut-être que c'est pas important, mais des fois, c'est ça qui relève une personne d'une journée difficile. Puis la solidarité, tu sais, c'est un mot qui se vide, là, mais c'est ça pareil. Hein? C'est être avec des gens qui sont peut-être moins chanceux. Puis je te cite, te dis à un moment donné, c'est en se parlant qu'on se rencontre. C'est simple, mais c'est ça pareil. Dans la distance, s'il peut y avoir ce regard-là, cette rencontre-là. Puis moi, ben, tu sais, quand tu dis 30, mon Dieu, ça fait 38 ans. J'en perds le compte. Mais toutes ces personnes-là m'ont apporté énormément par la force de leur courage, de la détermination, toute la lutte pour la survie, j'imagine. C'est la même chose, puis c'est ce que je souhaite au public, c'est de dépasser un peu la crainte et d'aller voir la richesse que ces gens-là, parce qu'eux, ils n'ont plus de filtre, ils n'ont plus rien à nous prouver, et tu peux avoir des rencontres plus vraies, plus... tu le sais, on rit souvent même avec les gens de la rue, alors qu'on devrait pleurer plus souvent qu'autrement. Ce sont des personnes extraordinaires. Puis au-delà de la peur de l'autre puis de la différence, quand on les rencontre vraiment, ça peut complètement changer à la fois leur vie, mais notre vie aussi, puis notre sentiment de sécurité. Oui. On rit, on a beaucoup d'humour. Moi, j'ai un de mes anciens jeunes que je croise. À toute heure du jour, il me disait « bon matin ». Puis moi, je lui disais « bon matin ». Je l'ai rencontré dernièrement. Il va pas très bien, mais il m'a fait un large sourire, puis il m'a dit « bon matin ». Eh bien, il m'a fait un cadeau.
Alors, donc, à toi, Serge, bon matin. Puis à nos auditeurs et auditrices, bon matin, chers vous, et à très bientôt. Merci infiniment, Serge Larreau. Gardons le courage. Oui, absolument, on en a, commissaire aux personnes en situation d'itinérance de Montréal. Merci. France. À bientôt. Au revoir.